Voilà, alors maintenant que nous avons vu le premier et le second principe, nous allons voir un cycle particulier qui est en fait le cycle de Carnot. Alors on va d'abord regarder un cas particulier de ce cycle de Carnot, mais qu'est-ce que c'est le cycle de Carnot? En fait, Carnot a voulu essayer de mettre en place un cycle pour standardiser en fait la manière de calculer justement les transformations des cycles. Alors lui, il a dit, ben voilà, je vais prendre un cycle en fait qui est, qui commence d'abord par une compression isotherme, donc ça veut dire à température constante, qui ensuite réalise une compression qui est adiabatique. Adiabatique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur lors de la compression avec l'environnement. Donc ça veut dire que le Q est égal à zéro. Une détente isotherme, donc une détente à température constante, et ensuite une détente adiabatique dans laquelle il n'y a pas d'échange de chaleur. Pourquoi est-ce que une compression isotherme, si vous vous souvenez, eh bien, c'est justement, on confond parfois en pensant que la compression isotherme, comme ça reste à la même température, il n'y a pas d'échange de chaleur, eh bien c'est justement tout le contraire, parce que une compression, vous savez que normalement une compression, quand je comprime un gaz, il va chauffer, eh bien si j'ai envie du coup que la compression soit isotherme, je dois refroidir celui-ci, et donc il faut un flux de chaleur. Par contre, bah, une compression adiabatique, ça c'est clairement une compression où il va y avoir un échauffement, et il n'y aura justement pas d'échange de chaleur avec l'extérieur, et donc il va y avoir en fait une grande élévation de température. Hein, les différentes transformations sont représentées ici dans un diagramme PV avec un cycle qui a une forme relativement particulière. Et Carnot, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, en fait, il dit que pour lui, il va considérer des transformations qui sont réversibles. Ah, qu'est-ce que c'est une transformation qui est dite réversible? Eh bien, une transformation réversible, c'est un peu simple comme définition, c'est une transformation dans laquelle il n'y a pas d'irréversibilité. Alors, quel type d'irréversibilité? Bien, surtout les irréversibilités internes. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas avoir de frottement, typiquement à l'intérieur, et pas non plus de gradient thermique intérieur du système. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a rarement. Mais par contre, donc, il va considérer qu'il n'y a pas de frottement. S'il n'y a pas de frottement, eh bien, du coup, le seul terme qu'il a, ce sont des irréversibilités externes. Et donc, ds est égal à des. Et donc, à ce moment-là, c'est delta Q sur T. On a supprimé le WF. Ok. Tiens, je fais une petite parenthèse en fait pour dire qu'il y a un cas particulier sur lequel on reviendra plus tard, mais que du coup, si j'ai pas en fait d'irréversibilité interne, donc j'ai WF qui est égal à zéro, et si je considère une transformation qui est adiabatique, eh bien, j'ai une transformation qui est isentropique du coup, parce qu'en fait, ds va être égal à zéro. Ah tiens, alors, on reviendra donc, hein, comme j'ai dit, ça c'était juste une petite parenthèse pour vous dire qu'on reviendra sur ces euh, transformations plus tard, mais qu'est-ce qui est important du coup pour Carnot? Eh bien, c'est qu'il va utiliser un autre type de graphique qu'on va appeler les diagrammes TS, hein, donc température-entropie. Et du coup, si on transforme en fait, on dessine le cycle qu'on avait tout à l'heure, qui avait une forme toute bizarre dans ce diagramme TS, eh bien, on va d'abord avoir une compression isotherme. Ah, ben une compression isotherme, comme T est constant, on va avoir une droite horizontale. Puis après, on aura une compression adiabatique. Ah, bien, en fait, comme on est réversible et adiabatique, eh bien, on est isentropique. Et donc, ça veut dire que là, on va avoir quelque chose qui est, en fait, une droite verticale cette fois-ci. Et donc on part d'une forme quand même assez alambiquée à quelque chose qui est un joli rectangle dans le diagramme TS. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien parce qu'en fait Carnot, il va essayer de réécrire justement avec ce cycle moteur la conservation de l'énergie pour essayer de calculer en fait le rendement en fait de ce cycle. Donc la partie en fait de travail que je vais pouvoir utiliser, récupérer en fait en profitant de la différence entre les deux sources de chaleur. Alors, il va réécrire en fait l'équation de l'énergie et ben, le premier principe nous dit que l'équation de l'énergie, c'est normalement delta U est égal à Q plus W. Alors ici, lui, il va dire que delta U est égal à zéro. Pourquoi? Parce que il va utiliser un cycle et donc c'est quelque chose de cyclique. Et donc, quand je repars en fait de l'état 1 vers l'état, on va dire 2, vers l'état 3, vers l'état 4, et que je reviens à l'état 1 dans un cycle, eh bien, si je reviens à l'état 1, toutes les grandeurs, en fait, qui sont des variables d'état, je reviens au même état, et donc je reviens exactement à la même valeur. Et donc, sur l'entièreté du cycle,
quel est le delta P ou quel est le delta T sur l'entièreté du cycle, eh bien c'est à chaque fois 0 vu que je reviens au même endroit. Et donc, c'est le cas pour le delta U sur un cycle, delta U est égal à 0. Petite parenthèse, on verra que c'est la même chose pour delta H ou delta S sur l'entièreté du cycle. Il nous reste donc quoi? Mais donc la somme des flux de chaleur et de travail doit être égale à 0 sur un cycle. Le travail, il n'y en a qu'un, et les flux de chaleur, eh bien, ça va être un flux de chaleur Q hot qui vient de la source chaude et un flux de chaleur Q cold pour la source froide. Et donc, bien, la somme des trois est égale à 0. Et bien donc, en fait, le travail, c'est égal à quoi? Alors, le travail en valeur absolue, parce que comme c'est un cycle qui est normalement moteur, ici, on a un travail qui est négatif, mais ici, on va essayer de parler vraiment en quantité plutôt que de regarder les signes. Et donc, on va prendre une valeur absolue pour les choses qui sont négatives. Et donc, on va avoir le travail qui est égal à, bien, la différence entre ce que la source de chaleur chaude donne et ce qui est rendu à la source froide. Okay, donc ça c'est relativement simple, c'est ce qu'on avait dit comme principe, c'est j'ai un flux de chaleur entre le chaud et le froid et j'essaye de ponctionner une partie. Quelle est la partie que j'ai pu ponctionner? C'est la différence entre ce que la source chaude a donné et ce qui est vraiment au final transmis à la source froide. Okay, et bien on va définir un rendement, et un rendement qu'est-ce que c'est? C'est justement qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer. Et le rendement thermique, en fait ça va être le rapport entre le travail ici que je peux récupérer et ce qui est fourni par la source chaude. Ok, parce qu'en fait ici, ça c'est par exemple là que je vais produire de l'électricité. Donc là, ça va être ma production de travail électrique ou mécanique. Et ici, la source chaude, c'est ce que je vais payer au final. Donc dans ma chaudière ou autre. Et ce que je rejette à l'atmosphère, je m'en moque un petit peu parce que ça, je ne paye pas. Et c'est forcément ce que je rejette à l'atmosphère, c'est quoi? C'est ce que je n'ai pas réussi à convertir en travail. Donc si je fais W plus QC, je vais avoir en fait QH. Okay, et donc je regarde juste la partie qui est intéressante, le reste c'est entre guillemets un déchet. On y reviendra un peu sur cette notion de déchet quand on parlera des centrales ou autres, parce qu'il y a toujours entre guillemets une perte. Là c'est quand même de la chaleur et on va voir si on peut l'utiliser, etc. Et donc je vais avoir ici mon rendement qui est défini comme W sur la température, le flux de chaleur de la source chaude. W, bien je l'ai écrit juste ici au-dessus, c'est QH moins QC. Et donc, on va avoir QH moins QC sur QH. Et donc, QH sur QH, ça donne 1. Et on aura donc 1 moins QC sur QH. Voilà, ça c'est le rendement du cycle de Carnot. Alors là, c'est le rendement du cycle de Carnot. Et forcément, c'est un rendement d'un cycle idéal, vu qu'on a considéré que c'était toutes des transformations dans lesquelles il n'y avait pas de frottement. Et donc, je ne saurais pas faire mieux que de dire qu'il n'y a aucun frottement nulle part. Pour rappel, on parle de frottement interne, donc pas de frottement contre les parois et tout, mais donc lui, il considère que même les molécules du fluide entre elles ne frottent jamais. Et donc, ce qui nous donne cette situation idéale. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir donc comme énoncé de Carnot? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Eh bien, lui, il va nous dire que le cycle qu'il a fait, c'était le plus simple, mais il va dire que n'importe quel cycle qui travaille en ces deux sources, vu que lui, il a pris le cycle le plus simple possible parce que ça faisait un rectangle dans le diagramme TS, et aussi parce que il s'est dit, voilà, je vais essayer de prendre quelque chose qui est réversible, donc j'aurai aucun frottement. Eh bien, on pourra essayer de trouver n'importe quel autre cycle, on n'arrivera pas à faire mieux que celui-là. Et donc, en fait, quand on prend n'importe quel cycle et qu'on le considère comme réversible entre deux sources de chaleur à une température constante, eh bien, n'importe lequel de ces cycles, vu qu'on considère qu'il est parfait, qu'il n'y aura pas de frottement, etc., tous les cycles seront donc idéaux et avec un rendement qui sera le même et qui sera le rendement maximum. Lui, il choisit celui-là qui est un peu particulier parce que c'est un rectangle et on va le voir qu'après, c'est beaucoup plus facile de travailler avec un rectangle. Alors, la notion de réversibilité, donc on rappelle qu'il n'y a pas de gradient de température interne, donc ça veut dire qu'on a quelque chose qui est lent, où la température varie partout en même temps, et qu'on n'a pas de frottement. Et alors, bien forcément, là, il a en fait des échanges de chaleur entre la source chaude et la source froide, quoi. Alors, pour un cycle réversible, ça on pourrait justement essayer de regarder. Ce que je vais avoir, eh bien, j'ai du coup, vu que j'ai dit que le ds, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est variable d'état sur un cycle de delta S total, donc l'intégrale de ds sur un cycle
doit être égal à 0, vu que je reviens à un endroit avec la même entropie. Et donc, en fait, ce que je vais avoir, eh bien, cette intégrale, ben, ça va être, si j'ai deux flux de chaleur avec une source chaude et une source froide, ben, je vais avoir du coup Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 qui doit être égal à 0. Parce que ça, c'est justement mon intégrale de ds sur mon cycle. Ok, et donc on aura que Q1 sur T1 est égal à moins Q2 sur T2. Alors tiens, on se dit, mais tiens, il y a un flux de chaleur qui est positif, qui est négatif. Bah, les deux côtés doivent être positifs. Et ça, c'est à vous de voir comment vous le définissez. Qu'est-ce qui est Q1 et qu'est-ce qui est Q2, en fonction de si c'est T1 ou T2 que vous avez pris comme étant plus haut, hein. Mais si je veux le réécrire, justement, ben, je vais prendre par exemple là, pour que ce soit plus clair, QH, ça c'est quelque chose de négatif. Donc je vais avoir QH sur TH. Donc, je peux écrire que moins QH sur TH est égal à QC sur TC. Ok. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit QH. Ici, c'est forcément un signe qui est positif. Enfin, à l'intérieur, QH est positif. On peut l'écrire comme étant négatif si on veut l'avoir négatif. Mais donc, en gros, si vous voulez, ici, ce qu'on va avoir, c'est, enfin, parce que le moins peut être de l'un côté ou de l'autre, mais si je veux écrire le tout comme étant une grandeur positive, ben, je vais mettre moins QC sur TC, parce que comme ça, c'est de la chaleur qui est cédée par le fluide à la source froide. C'est une grandeur qui est négative. Moins, moins, ça me donnera quelque chose de positif. Et de l'autre côté, j'aurai du coup QH sur TH, parce que la source chaude va nous céder sa chaleur, et donc, elle va, quand on se place du point de vue du fluide, ça va être un apport d'énergie, et donc quelque chose de positif. Ok, alors pourquoi est-ce que c'est très important donc cette conclusion de euh, Q1 sur T1 est égal à moins Q2 sur T2? Ben parce que ça va nous permettre justement de réécrire la relation de rendement. Pourquoi? Ben parce que, et là on va justement, pour ne pas s'embrouiller avec les signes, comme moi sur le slide précédent, eh bien on va avoir la valeur absolue de Q1 sur la valeur absolue de Q2 qui va être égale en fait au rapport T1 sur T2. Hein, et donc, si on fait ce qu'on avait tout à l'heure, donc tout à l'heure, on avait noté que le rendement thermique, c'était égal à 1 moins le flux de chaleur à la source froide sur le flux de chaleur à la source chaude. Ok. Eh bien, maintenant, on va pouvoir réécrire que ce QC sur QH, c'est égal à 1 moins TC sur TH. Ah, ben ça nous donne une formule ultra facile pour pouvoir calculer le rendement maximum d'une installation. Alors on peut le faire pour énormément d'installations et obtenir du coup un ordre de grandeur très rapide de ce que pourrait être le rendement. Par exemple, on peut dire, bah, tiens, j'ai une température de la source froide, bah, ça généralement c'est l'environnement, et donc ça on va pouvoir dire par exemple 300 Kelvin. J'ai une température de la source chaude. Ah, eh bien ça, je vais dire, c'est environ 1200 degrés, donc environ 1500 Kelvin. Ok, ben donc ça, le rendement thermique, si j'ai cela, ça va me donner quoi? Ben ça va être égal à 1 moins 300 sur 1500. Ça, ça va être quoi? Ça va être 1 moins 1 sur 5. Ça va donc être égal à 80%. Donc là, quelqu'un qui vous dit, tiens, moi j'ai un cycle qui fonctionne avec une température max à l'intérieur de 1200 degrés Celsius et j'arrive à obtenir euh, un ordre de grandeur de rendement de 88%, ben vous allez pouvoir lui dire, non, c'est impossible, parce que ça ne respecte pas le second principe, parce que avec le second principe, Carnot nous dit que si on avait un cycle réversible, le rendement maximum serait de 1 moins Tc sur Th et donc de 80%. Alors, ça c'est pour le cycle de Carnot pour les transformations réversibles. Et en fait, on peut également avoir un raisonnement similaire
pour des transformations qui sont quelconques. Hein. Des transformations qui sont quelconques, ben, ça voudrait dire que du coup, DIS n'est plus égal à 0, mais il est strictement plus grand que 0. Et sur le cycle, par contre, donc ça voudrait dire que mes irréversibilités internes, eh bien, elles sont positives. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, si j'ai un cycle qui est quelconque, ce que je dois avoir toujours, c'est l'intégrale de ds, vu que je reviens toujours au même point, elle doit être égale à 0. Et donc, si j'ai ici DIS qui est plus grand que 0, ben, pour que le tout soit égal à 0, je dois avoir quelque chose, DES, qui est plus petit que 0. Ok? DES qui est plus petit que 0, ça nous dit quoi? Eh bien, ça nous dit en fait que DQ sur T est plus petit que 0. T est toujours positif, donc c'est quoi? Ça veut dire que les delta Q doivent être négatifs. Ce qui veut dire que si je commence à avoir un cycle qui est quelconque, donc dans lequel je n'ai pas forcément quelque chose de réversible, qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, ça va changer que je vais devoir évacuer, entre guillemets, de l'entropie sous forme de chaleur. Hein, donc je vais devoir avoir du DES externe qui est plus petit que 0, donc je vais devoir céder cette chaleur. Donc en gros, vous pouvez vous dire que tout ce qui est DIS, on va dire, donc les frottements, tous les frottements qui vont vous créer de l'entropie à l'intérieur de votre cycle, vous allez devoir les évacuer sous forme de chaleur vers l'extérieur, vers l'environnement, pour que votre cycle soit viable. Okay, et ce qui est un peu toujours le cas, parce qu'en fait, quand on dit des frottements internes, qu'est-ce que c'est? Des frottements internes, ils sont vite transformés en fait en chaleur à l'intérieur de votre fluide, chaleur qu'il faudra de toute façon évacuer si vous voulez revenir au même point de départ. Ok? Donc on a cette fois-ci, au lieu d'avoir donc un DES qui est égal à 0, on va avoir cette fois-ci un DES qui est négatif, donc ça veut dire que la variation d'entropie externe est, elle, négative pour pallier au fait que la variation d'entropie interne, elle, est positive. Hein. Et donc, qu'est-ce que ça va donner? Ben, si on reprend ce que ça donnait justement pour le cas réversible, ben, on avait du coup que Q1 réversible sur T1 plus Q2 réversible sur T2, eh ben, ça c'était égal à 0. Eh bien, on va avoir une relation ici qui est que Q1 irréversible sur T1 plus Q2 irréversible sur T2, ben là c'est plus égal à 0, mais c'est plus petit que 0. Okay, ce qui nous donne la relation que Q1 irréversible sur T1 est plus petit que moins Q2 irréversible sur T2. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un moins et lequel est plus petit ou plus grand? Faut pas oublier qu'en fait, il y en a un qui va être positif et l'autre ici, moins quelque chose qui est négatif. Au final, ce sera aussi quelque chose qui est positif. Donc on compare vraiment deux grandeurs, entre guillemets, qui sont des grandeurs absolues, de voir, tiens, est-ce que le flux de chaleur sur T1, les températures étant toujours positives, eh bien, est-ce que le flux de chaleur sur une température est plus grand dans un cas ou dans un autre? Qu'est-ce que ça signifie? Ben, en français, on traduirait ça en fait par le fait que pour un même apport de chaleur, par exemple à la source chaude, donc la même quantité de chaleur reçue à la source chaude, eh bien, donc en Q2, la chaleur cédée à la source froide, elle est plus grande pour un cycle irréversible. Hein, donc ça veut dire que si je reçois la même chose de la source chaude, eh bien je vais laisser plus à la source froide, ce qui veut dire que je vais avoir quelque chose qui est moins efficace si je suis dans une situation irréversible. Pourquoi? Eh bien parce que donc je reçois et je dois donner une quantité de chaleur. Ça c'est le classique, en fait, ce que Carnot nous dit. Il y a toujours une partie qui est perdue à la source froide. Mais en plus de cette partie perdue, je dois aussi compenser le fait que mes frottements internes ne sont pas nuls, et donc je dois évacuer plus de chaleur, et donc je rends plus à la source froide. On peut voir ça mathématiquement assez simplement, hein, donc en disant qu'est-ce qu'elle signifie? Eh bien, on va partir du fait de dire j'ai un cycle réversible ici, un cycle irréversible, et je vais regarder qu'est-ce qui se passe si j'avais eu un cycle réversible qui était similaire. Et donc ici, je vais dire, je vais comparer un cycle irréversible et réversible, mais qui ont le même transfert de chaleur à la source chaude. Et donc, en gros, ici, quand j'ai moins Q2 irréversible sur T2, eh bien, c'est égal à moins Q2 réversible sur T2. Parce qu'en fait, je vais justement prendre l'exemple que je donnais dans ma définition en français, donc de dire, j'ai
un flux de chaleur qui est fixe à ma source chaude, donc dans le cas irréversible et réversible. Ici, c'est justement l'égalité que j'ai réécrit tout à l'heure. Enfin, tantôt, je l'ai noté en grandeur absolue, mais en fait, ici, eh bien, j'ai moins Q2 réversible sur T2 est égal à, ici, moins, enfin, ici, en fait, c'était ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai noté, c'était Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 est égal à 0. Ça, c'est ce que j'ai normalement en réversible. Et bien ça me donne le Q1 sur T1 est égal à moins Q2 sur T2 qui est écrit ici. Et donc au final, ça me dit quoi? Eh bien ça me dit que moins Q2 irréversible sur T2 est égal à Q1 réversible sur T1. Ok, et donc je remplace ceci ici. Je vais le remplacer par cela dans mon équation ici au-dessus. Donc j'ai Q1 irréversible sur T1 qui est plus petit que Q1 réversible sur T1. Ah, ça me dit quoi? Ça me dit que Q1 irréversible est plus petit que Q1 réversible. Tiens, mais c'est pas, on n'avait pas dit l'inverse, on avait dit justement que on s'attendait à ce que le cycle irréversible, il cède plus de chaleur à la source froide. Et là, j'ai l'impression que c'est l'inverse, mais non, il faut faire attention parce que Q1, si c'est le flux de chaleur à la source froide, eh bien, ce flux de chaleur à la source froide, il est négatif. Donc, en fait, ce qu'on a, c'est, du coup, bien, si on a quelque chose de négatif, si par exemple ici j'ai moins 150, ben ça c'est plus petit que moins 140. Ok, et bien, quand je prends la valeur absolue, alors prendre la valeur absolue d'un nombre, c'est quoi? Eh bien, prendre la valeur absolue d'un nombre négatif, bien, c'est faire moins ce nombre-là. Et donc, si je fais moins, je multiplie par moins 1 des deux côtés, eh bien, je vais devoir faire, en fait, le fait que je dois inverser mon signe d'inégalité. Et donc, 150 est bien plus grand que 140. Ok? Donc là, quand je prends, en fait, les valeurs absolues, j'ai bien 150 qui est plus grand que 140. Et donc, effectivement, la chaleur qui est cédée à la source froide est plus grande dans ce cas-là. Ok, ce qu'on pourrait aussi regarder, c'est si je fais plus Q2 de chaque côté. Faut pas oublier que Q2 c'est le même que je sois en irréversible ou en réversible. Eh bien Q2 moins Q1, moins la norme de Q1, on avait dit que c'était quoi? Eh bien c'est la définition du travail. Et donc le travail irréversible est plus petit que le travail réversible. Ce qui semble logique parce que comme j'ai des frottements à devoir payer, eh bien je vais pouvoir produire moins de travail que si je n'avais pas de frottement. Alors, on peut faire un raisonnement similaire dans le cas inverse, c'est-à-dire si je viens maintenant cette fois-ci non pas placer Q2 comme étant constant, mais si je fais la même chose en disant maintenant en fait c'est Q1 en fait qui est constant. Qu'est-ce que ça va nous dire? Ça nous dit tiens, mais si j'ai la même quantité de chaleur qui est rejetée à la source froide, eh bien pour avoir cette même quantité de chaleur rejetée à la source froide, je vais avoir un flux de chaleur de la source chaude, donc mon flux de chaleur Q2 réversible, qui va être plus grand que l'irréversible. Et donc, je rejette la même chose à ce moment-là, mais si j'ai quelque chose qui est plus grand dans le cas réversible, eh bien, ça veut dire que j'ai rejeté la même chose, mais j'avais plus à la base, eh bien, ça veut dire que j'ai réussi à convertir plus de chaleur en travail. On peut voir ça directement ici. On regarde les équations. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? Donc cette fois-ci, je vais fixer le fait que ce qui est le même, c'est Q1 et irréversible et Q1 réversible. Donc ça, c'est cette équation-ci que je vais poser ici. Et je vais utiliser à nouveau la même chose que tout à l'heure, le fait que Q1 sur T1 est égal à moins Q2 sur T2. Et donc, ce que je vais avoir comme équation, donc je vais reprendre ça directement et le remettre dans l'équation, et je vais avoir du coup que moins Q2 réversible sur T2 est plus petit que moins Q2 irréversible sur T2. Alors, je vais multiplier par moins 1 des deux côtés, et comme je multiplie par moins 1, je dois retourner le signe de mon inégalité.
Ici, les T2 se simplifient et j'ai donc bien ce qu'on disait, donc que la quantité de chaleur pour la partie réversible est plus grande que la quantité de chaleur pour la partie irréversible. Je peux continuer le raisonnement en disant, ben, tout à l'heure, ce que j'avais fait, ben, c'est Q2 réversible. Ici, ce que je vais avoir, c'est moins Q1. Il ne faut pas oublier de mettre une norme autour vu que Q1 est négatif, qui est plus grand que Q2 irréversible moins toujours Q1. Et ça, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit que, donc ça, Q2 moins Q1, c'est ce qu'on avait dit, c'est le travail. Et donc, le travail réversible est plus grand que le travail irréversible. Et donc, ça, c'est juste ce que nous dit le théorème de Carnot, qu'effectivement, si je commence à avoir des frottements, eh bien, je vais avoir un travail qui se trouve diminué. Alors, est-ce que vous êtes OK avec ça? Alors, si vous êtes OK, on peut jeter un œil sur ce slide-ci qui nous montre en fait le rendement des cycles moteurs qui sont réversibles. Donc, la formule qu'on vient d'obtenir de Carnot, donc il nous dit que le rendement thermique est de 1 moins Tc sur Th, et qui nous montre, du coup, pour une température de source froide proche de la température atmosphérique, donc environ 25 degrés ici, euh, qui en fait va nous montrer l'évolution du rendement. Et on voit donc que plus en fait la température de la source chaude augmente, et bien plus le rendement sera élevé. Mais par contre, on voit que en fait, on va tendre vers une asymptote et quoi qu'on fasse, là, on est déjà à des températures de 3000 Kelvin, donc c'est des choses pour lesquelles on n'a pas pour le moment des matériaux qui arrivent à tenir, et bien on n'aura pas un rendement idéal théorique de 100%. Alors, où est-ce qu'on se situe à l'heure actuelle? Ben ça, c'est pour vous donner un ordre de grandeur de là où on se trouve dans la recherche, entre guillemets, de justement atteindre cette limite. Eh bien, pour une température de source froide de 20 degrés Celsius, ben, on voit que la centrale nucléaire se situe environ à 35% et pourrait au mieux monter jusqu'à 55%. Une centrale classique, donc charbon, mazout, mais qui sont de moins en moins utilisées, ben là on se retrouve un peu au-dessus de 40%. On voit que la centrale TGV, elle, arrive presque maintenant à 60% de rendement. Et sinon, on a dans nos voitures des moteurs diesel et essence qui sont utilisés lorsqu'ils sont à leur rendement maximum à environ 45% pour le diesel et 35% pour l'essence. On est peut-être un petit peu plus au-dessus maintenant avec les toutes dernières technologies sorties, mais pas bien au-delà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que un moteur diesel et essence ne fonctionne que très rarement dans sa plage de meilleur rendement parce qu'on ne fait que accélérer, décélérer, etc. Alors que justement une centrale TGV, on va essayer d'être tout le temps près du point de rendement maximum. Alors vous voyez qu'on reste quand même toujours à une distance vraiment très grande de cet idéal théorique, mais idéal théorique qu'il est clairement impossible d'atteindre ou de trop se rapprocher parce que ça considère qu'il n'y a pas de frottement interne au fluide, et ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas supprimer. Du frottement interne au fluide, il y en aura toujours. Voilà, j'espère que vous avez compris l'intérêt de ce fameux cycle de Carnot qui permet maintenant de fixer un rendement maximum à toutes les installations de ce cycle de Carnot, à part justement la comparaison entre elles des installations sur base d'un rendement qui est basé sur vraiment la théorie de la thermodynamique. En fait, c'est de pouvoir dire, définir une échelle justement qui va pouvoir permettre de comparer les cycles entre eux. Alors, bah, cette échelle, on l'a justement utilisée quand on disait le rendement de Carnot. Eh bien, tiens, c'est l'échelle utilisée en Kelvin. Mais si on va regarder en fait une première conclusion qui peut également être tirée du cycle de Carnot et du théorème de Carnot, en fait, c'est justement cette expression. Donc, le théorème de Carnot, à la base, c'est de dire que le rendement thermique est égal à 1 moins QC sur QH, mais on va voir que, justement, on peut trouver et exprimer que c'est 1 moins la température de source froide sur la température de source chaude exprimée en Kelvin.
Hein. Donc ça, c'est quelque chose donc, qu'on avait présenté parce que le Kelvin, pour vous, ça vous semblait évident, vu qu'on l'utilise également dans les lois des gaz parfaits et ce genre de choses. Mais on va prouver pourquoi est-ce que le Kelvin est bien l'unité qu'il faut utiliser ici comme échelle thermodynamique des températures. En fait, Carnot, il part d'un constat relativement simple, hein, c'est de dire que, eh bien, lui, il dit, ben, peu importe le cycle, le rendement maximum que je pourrais avoir, eh bien, si le cycle est réversible, ce sera toujours le même entre deux températures. Et donc, il dit, bah, tiens, j'ai un cycle entre une certaine température et une autre, ici, hein, donc ici en dessous et ici au-dessus, eh bien, si je viens placer par exemple aussi deux cycles réversibles, ça c'est quelque chose que je pourrais avoir, je viens placer un premier cycle qui m'amène à une température intermédiaire, puis un deuxième cycle. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, il dit que si j'ai cette configuration-là, vu que mes cycles sont réversibles, vu qu'on avait dit n'importe quel cycle, ça marche aussi pour une suite de plusieurs cycles. Et donc il dit, bah tiens, en fait, n'importe quel cycle entre les mêmes températures qu'on aurait ici au-dessus et en dessous, hein, donc par exemple, on a température hot au-dessus et température cold, entre guillemets, en dessous. Et si je viens placer un cycle ou une succession de cycles, etc., pour autant qu'il soit réversible, j'aurai toujours le même rendement maximum qui est le rendement de Carnot. Ok, et donc, bah, comment est-ce que mathématiquement je le traduis ça? Eh bien, je peux venir écrire quelque chose qui est de dire, ok, si j'ai, donc, pour rappel, bah, ça c'est le rendement du coup, ce sera 1 moins, hein, ça c'est ce que Carnot disait, donc le rendement du coup, bah, ce serait 1 moins Q3 sur Q1. Ok, ça c'est ce que Carnot dit pour le rendement. Alors ici, bah, qu'est-ce que je vais avoir? Bien, je sais du coup en fait que si je fais 1 moins Q3 sur Q1, bah, je veux avoir quelque chose du coup qui Q3 sur Q1, bah, ça doit être dans le même rapport en fait que bah, Q3 sur Q2 fois Q2 sur Q1. Hein, là, j'ai multiplié juste par Q2 sur Q2. Ok, hein, mais donc il faudrait en fait que je puisse avoir quelque chose qui me permet d'écrire que ce rapport entre le flux de chaleur de Q3 sur Q1, eh bien, doit être du coup égal en fait au rapport entre Q3 sur Q2 fois Q2 sur Q1. Ok, vu que là, ben, je vais juste multiplier par Q2 sur Q2. Et donc, en fait, ce qu'on avait tout à l'heure, hein, qui nous disait justement au slide précédent, ce qui nous disait ici, eh bien que pour lui, ça doit être 1 moins une fonction de la température de la source chaude, alors température de la source chaude pour laquelle il ne donne pas à ce moment-là d'unité, rien du tout, et de la température de la source froide. Ça, c'est vraiment l'idée de base de Carnot, c'est de dire, ben, j'ai quelque chose qui dépend de la température de source chaude et de la température de source froide. Et bien, du coup, il va écrire ceci ici, il va écrire que ma fonction de la température 1 et de la température 3, elle doit être égale en fait à ma fonction de la température 2 et de la température 3 fois la fonction de la température 1 et de la température 2. En fait, ce qu'il dit, eh bien, c'est que peu importe T2 à l'intermédiaire, donc peu importe la température intermédiaire, normalement, si j'ai justement ces deux fonctions ici, elles doivent au final faire disparaître T2 pour que j'ai uniquement ce qui apparaisse, qui est la température 1 initiale et la température 3. Hein, et bien en fait, ce qu'il dit du coup, c'est que pour avoir ça, lui propose d'avoir une fonction de la forme bien que on est G de θ3 sur G de θ2. Ok, et de dire que du coup, ben, j'aurai l'autre fonction, c'est une certaine fonction G de θ2 sur G de θ1. Pourquoi est-ce que f doit avoir cette forme-là? Ben parce que du coup, quand je combine f, en disant que f de θ1 et 3, ben c'est f de θ2 et 3 fois f de θ1 et 2, eh bien j'ai G3 sur G2 fois G2 sur G1, et donc en fait j'ai ces deux formules-là qui se simplifient. Et donc en fait, hop, ce que je vais avoir, eh bien, c'est les G2 qui disparaissent, et il me reste juste à ce moment-là ben, G3 sur G1. Hein, une fonction qui fonctionne de cette manière-là, ben, ça veut donc dire qu'on a affaire ici à une fonction qui, elle, est linéaire.
Ok. Et cette fonction linéaire, eh bien, il y a plusieurs fonctions que vous connaissez peut-être qui sont linéaires. Donc, vous en avez sûrement vu avec Monsieur Hileward. Et ici, eh bien, lui, il va choisir la fonction linéaire la plus simple possible, qui est en fait la fonction f de t égale t. Enfin, ici, en l'occurrence, c'est g de t. Mais donc, pour faire le lien avec la page précédente, donc c'est plutôt g de t si vous voulez regarder, parce qu'en fait, c'est ici la notation qu'on a écrite, là c'était juste f de t pour dire tiens, c'est une fonction linéaire. Mais en gros, on va avoir g de t égale t, et donc f, ce qu'on avait dit tout à l'heure de 1 t1 du coup et t3, ça va être du coup égal à g de t3 sur g de t1 sur g de t1. Ça va donc être égal à t3 sur t1. Ok. Alors il dit je vais prendre cette fonction comme étant juste t, donc juste une simple fonction linéaire. Et ici, ce qu'on va avoir, une fonction linéaire, il doit choisir une origine, et il va prendre l'origine, le zéro absolu, et il va prendre comme une valeur de 273.15 au point triple de l'eau. Pourquoi est-ce qu'il prend ça? Bien parce que, en fait, il décide ça, ce 273.15, c'est justement pour essayer d'avoir une unité qui est la même que celle du degré Celsius, ou du degré, aussi appelé le degré centigrade. Donc, pour rappel, qu'est-ce que c'est le degré centigrade? Eh bien, c'est une échelle qui a été déterminée sur base des caractéristiques de l'eau. Vous l'avez déjà vu au laboratoire de thermodynamique, l'eau a une importance capitale dans le choix des grandeurs, etc., notamment la calorie qui était définie par rapport à l'eau. La calorie, une calorie, c'est la quantité de chaleur qu'il faut pour augmenter de 1 degré une quantité d'eau de 1 gramme d'une température de 22 à 23 degrés. Et bien ici, c'est aussi remarquable de voir qu'en fait, le degré Celsius, aussi appelé degré centigrade, est calé en fait sur les transformations de l'eau, dans le sens où on a défini le 0 degré Celsius comme étant la température de fusion, donc là où la glace devient liquide, et le 100 degrés Celsius étant la température d'ébullition où le liquide devient de la vapeur. Et donc en fait, on a pris ces deux points-là, et alors on a divisé en 100, d'où le nom centigrade, donc 100 graduations entre le point de fusion de l'eau et le point d'ébullition de l'eau. Et donc, en fait, ici, pour être similaire au degré Celsius, il va dire qu'il va de 0 à 273.15 et en un 273.15e, donc ça veut dire qu'il va prendre une unité qui est égale au degré Celsius, quoi. Ok, alors, qu'est-ce que ça nous apprend également? Eh bien, si on regarde maintenant, lorsqu'on veut utiliser ceci, on va avoir, en fait, le travail qui va pouvoir être calculé, par exemple, dans un cycle de Carnot. Alors pour rappel, dans un cycle de Carnot, on a deux travaux qui sont importants, donc le travail de la détente isotherme et le travail de la compression isotherme. Et les deux, en fait, eh bien, peuvent se calculer comme MRT fois le log de V sur V. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, en fait. C'est juste l'intégrale. C'est juste l'intégrale en fait de PDV, et on transforme le PDV en MR étoile T sur V, et alors lorsqu'on intègre, on a dV sur V intégré, ce qui nous donne du logarithme. Pour rappel, le logarithme ici, c'est bien un logarithme qui est népérien et pas une base 10. Alors là, donc qu'est-ce qu'on a si on compare les deux travaux? Eh bien, on va comparer du coup. Donc ici, on a à chaque fois. Pourquoi est-ce que je dis on compare les travaux? Parce que ce qui est intéressant de calculer le travail ici, c'est que
dans le cycle de Carnot, l'entièreté du travail lors de la détente isotherme ou de la compression isotherme sont rendus sous forme de chaleur. Parce que pour rappel, eh bien, pour avoir quelque chose d'isotherme, il faut que lorsqu'on comprime un gaz, il faut qu'on évacue l'entièreté de la chaleur, et lorsqu'on détend un gaz, il faut qu'on lui amène de la chaleur pour ne pas que le gaz change de température. Et lors des deux autres transformations, donc le cycle de Carnot, c'est deux isothermes, deux isentropiques. Les isentropiques, elles sont en fait adiabatiques et réversibles. C'est ce qu'on avait dit au tout début lorsqu'on a présenté le cycle de Carnot. Adiabatique veut dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur. Et donc les deux seuls échanges de chaleur avec la source chaude et la source froide sont lors de la détente isotherme. Donc là, comme c'est une détente qu'on veut isotherme, ben ça veut dire qu'on va céder de la chaleur, alors que la compression isotherme, c'est qu'on va recevoir. Non, la compression isotherme, c'est l'inverse. On va céder de la chaleur parce que le gaz va avoir tendance à chauffer et donc va vouloir céder de la chaleur à la source froide. Et lors de la détente isotherme, comme le gaz se détend, il va recevoir de la chaleur pour ne pas refroidir. Ok. Eh bien, on peut donc comparer les deux flux de chaleur. Donc, on a QC sur QH. Et donc, on va avoir TC sur TH fois le log des variations de volume. Et en fait, les variations de volume sont similaires lors de la détente et de la compression. Et donc, il va juste nous rester TC sur TH. Alors, ça, c'est juste pour rappel pourquoi est-ce que mes volumes sont liés entre eux. Mais ça, c'est, si vous le voyez comme ça en disant bien oui, on fait exactement les mêmes rapports de volume, eh bien, on aura donc bien TC sur TH. Et donc, si on regarde dans le cycle de Carnot, on voit bien que ce qui reste, c'est effectivement uniquement TC sur TH et que la fonction qu'on devait choisir pour G est bien choisie. La dernière chose qu'on doit voir également, eh bien, pour ces cycles moteurs, donc là, on a le rendement pour les cycles moteurs qui sont réversibles. Et ce qu'on peut voir également, c'est le cycle qui est inverse, c'est-à-dire le cycle qui, lui, est récepteur. Donc le cycle récepteur, donc dans le cycle moteur, c'est on profite de la différence de température entre la température de la source chaude et la température de la source froide, donc pour pouvoir produire un travail. Ici, dans le cycle récepteur, eh bien, on va fournir un travail pour pouvoir échanger de la chaleur entre la source froide et la source chaude. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais on va le voir en détail plus tard. En fait, le cycle récepteur, eh bien, ce qu'il va faire, il va venir se placer à une température plus basse que la source froide pour capter de la chaleur. Et puis, à l'aide du travail moteur, on va venir se placer à une température plus haute que la source chaude pour lui rendre de la chaleur. Parce que forcément, un transfert de chaleur du froid vers le chaud, c'est quelque chose qui normalement n'est pas possible. Et là, eh bien, grâce à l'apport de travail moteur, on va avoir cet transfert de chaleur du froid vers le chaud qui est possible. Alors, la conservation du coût de l'énergie, elle s'écrit toujours de la même manière en disant que le travail c'est égal à QH moins QC. Mais du coup, ici, ce qui est même un peu plus souvent vu, eh bien, c'est que, comme je vous ai dit, bien là, on regarde, c'est le flux en fait à la source chaude, donc là qui est CD. Mais donc, si je regarde en valeur absolue, c'est QH qui est égal à W plus le flux de chaleur à la source froide, QC. Donc là, on voit bien les deux choses qui rentrent, c'est W et QC, et la chose qui ressort, c'est QH. Ok, alors là, on va définir du coup différemment, parce que, eh bien, il y a deux applications possibles. Soit on regarde ici, on cherche à produire du chaud, et ça, c'est à partir du froid, et c'est exactement ce que fait une pompe à chaleur. Donc une pompe à chaleur, on va l'installer dans une maison pour récupérer un peu de chaleur sur l'air froid extérieur, et en fait, rajouter plus de chaleur dans la pièce. Ou l'autre chose, en fait, c'est un frigo. Donc, qu'est-ce que c'est un frigo? Un frigo, eh bien, c'est un endroit où on va venir prendre de l'air, enfin, de la chaleur à l'intérieur du frigo, donc refroidir l'intérieur du frigo et rejeter, en fait, cette chaleur dans votre pièce qui se trouve à une température plus élevée. Alors, dans une pompe à chaleur, ce qui nous intéresse, c'est QH, alors que dans un frigo, ce qui nous intéresse, c'est QC.
Parce qu'on cherche à refroidir le frigo, alors que avec QH, on cherche à chauffer la maison avec la pompe à chaleur. Et donc, on va définir non plus un rendement, mais un coefficient de performance, parce qu'un rendement, qu'est-ce que c'est un rendement? C'est toujours une fraction, en fait, de conversion de flux de chaleur en travail, alors qu'ici, on va avoir un COP, donc un coefficient de performance. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir être plus grand que 1. Parce que forcément ici, si par exemple pour une pompe à chaleur, eh bien je vais quasi toujours avoir un COP qui est plus grand que 1. Le pire cas, c'est un COP qui serait égal à 1, quand je n'arrive à rien prendre sur la source froide, mais bon, ça on y reviendra par la suite. Mais du coup, comme j'ai quelque chose qui est plus grand que 1, ce n'est pas un rendement, parce qu'un rendement, ce sera toujours compris entre 0 et 100%. Ici, je vais avoir quelque chose qui est, au final, du coup, si c'est plus grand que 1, c'est plus grand que 100% d'office. Ok. Et donc, je vais parler de COP. Et là, c'est qu'est-ce qui m'intéresse? Donc, dans le cas d'une pompe à chaleur, c'est le flux de chaleur à la source chaude. Dans le cas d'un cycle frigo, c'est le flux de chaleur pris à la source froide. Et qu'est-ce que je paye dans les deux cas, en tout cas? Eh bien, c'est le travail mécanique que je vais payer en électricité, par exemple, dans le cas d'une pompe à chaleur ou d'un frigo. Eh bien, je vais payer ceci. Et donc, en gros, c'est qu'est-ce que je récupère? Donc, le flux de chaleur qui m'intéresse divisé par le travail. Ok, donc ça, c'est l'inverse, parce que dans un cycle qui est moteur, c'est qu'est-ce que je paye? C'est le flux de chaleur à la chaudière, sur ce que et ce que je récupère, c'est le travail, et donc j'aurai travail sur chaleur. Ici, je vais avoir chaleur sur travail, parce que ce qui m'intéresse, c'est l'autre côté. Alors, je ne vais pas faire l'entièreté de la démonstration de Carnot, parce que elle est un peu calculatoire et c'est pas ça qui est le plus important, mais ce que je vais vous donner, c'est les formules pour pouvoir calculer en fait le COP de Carnot dans le cas d'une pompe à chaleur et dans le cas d'un cycle frigorifique. Alors dans le cas d'une pompe à chaleur, le COP c'est 1 moins 1 sur 1 moins température froide sur température chaude, et dans le cas du frigo, c'est 1 sur température chaude sur température froide moins 1. Et donc là, ça c'est pour vous donner l'allure. Vous voyez bien qu'en fait le COP de la pompe à chaleur démarre à 1 et augmente avec le rapport de T2 sur T1. Et ici, vous allez voir que pour le COP frigo, il a exactement la même forme, mais il démarre à 0. Voilà, alors ça clôture cette vidéo sur le cycle de Carnot et l'utilisation du cycle de Carnot, et notamment la conséquence très importante de ce cycle qui est le rendement maximum de Carnot, et pour les cycles récepteurs, le COP maximum de Carnot. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.